France Inter, franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui, Simone de Beauvoir. Une femme écrivain, ce n'est pas une femme d'intérieur qui écrit, mais quelqu'un dont toute l'existence est commandée par l'écriture. Cette vie a des raisons auxquelles il ne faut rien comprendre pour la juger extravagante. Simone de Beauvoir. « 2000 ans d'histoire. Née il y a 100 ans, jour pour jour, dans une famille bourgeoise, catholique et conservatrice, cette jeune fille rangée, élève studieuse au cours Désir et qui communiait 3 fois par semaine, n'avait rien a priori d'une révolutionnaire. Rien ne prédestinait Simone de Beauvoir à devenir un jour une pionnière du féminisme, celle qui fit scandale en 1949 en publiant un livre qui bouleversait l'idée qu'on se faisait jusque-là de la femme et de sa place dans la société. La première a affirmé dans Le Deuxième Sexe que l'émancipation des femmes ne passait pas seulement par la conquête de ses droits politiques, mais qu'elle supposait aussi l'indépendance financière par le travail, l'égalité avec les hommes et la liberté dans le couple, comme celui qu'elle a formé avec l'homme dont elle a partagé les idées et les combats pendant 50 ans, et les 2 premières places à l'agrégation de philosophie en 1929. Le jury de l'agrégation de philosophie que j'ai l'honneur de présider déclare définitivement admis les candidats suivants. Premier, M. Sartre, Jean-Paul. Deuxième, Mademoiselle Bertrand de Beauvoir, Simone. Troisième, Messieurs Poitvin. Chapeau bas, la pucelle. La plus jeune agrégée de tous les temps, hommes et femmes confondus. C'est beau comme une biographie de grands hommes, cette affaire. Castor, on démarre en fanfare. La première après Sartre, c'est vrai que c'est parfait. Absolument parfait. Huguette Bouchardot, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un excellent téléfilm, Les Amants du Flore, c'est-à-dire les débuts d'un couple légendaire, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, dont les destins sont tellement associés et ont tellement été associés pendant 50 ans qu'on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs dans votre biographie de Simone de Beauvoir qui a été publiée chez Flammarion. Qu'est-ce qui les a rapprochés et maintenus ensemble pendant 50 ans? Et est-ce que Sartre aurait été Sartre sans Simone de Beauvoir, et inversement, est-ce que sans Sartre, Beauvoir aurait eu le même destin? Je pense que ce qui a rapproché Sartre et Simone de Beauvoir, c'est véritablement qu'ils étaient des égaux, AUX, des individus qui avaient le même type d'intelligence, très théorique, très théoricienne, et qui s'intéressaient aux mêmes choses. Et ils se sont toujours considérés comme des semblables qui avaient le droit d'intervenir de manière critique dans l'œuvre de l'autre. Ils se passaient leurs manuscrits, les critiquaient sévèrement de l'un à l'autre, et ce sont donc d'abord 2 philosophes, 2 écrivains à égalité. Ensuite, il y a entre eux cette histoire d'amour, ça c'est une autre affaire. Alors on évoquera cette histoire d'amour, mais on ne peut pas parler non plus de Simone de Beauvoir sans parler du milieu dont elle vient quand elle est née en 1908, un milieu qui ne la prédestinait pas du tout à devenir ce qu'elle est devenue. On l'écoute justement avec sa sœur Hélène parler de leur père, c'était dans un documentaire de José Dayan en 1978. Je pense que la chose qui n'allait pas, c'était précisément la brutalité de papa. Parce qu'il te disait toute la journée, comme tu es laide, ma pauvre fille, comme tu es laide. Et pendant cette période-là, c'était toi qui étais de loin la préférée. Parce que toi, tu n'as pas eu vraiment d'âge ingrat, tu as eu cette chance de rester très mignonne et très jolie. Et puis, à ce moment-là, papa s'amusait à jouer à la comédie et tu jouais à la comédie avec lui. Ah oui, et tu aimais ça. Et moi, j'aurais pas osé, j'étais très embarrassée de mon corps. Et je me suis livrée uniquement, vers ces années-là, je me suis livrée uniquement à mes études et à la lecture. Tu travaillais vraiment comme une folle. Oui, je travaillais beaucoup. Le soir, la nuit, tu n'arrêtais pas, tu n'avais vraiment jamais de distraction.
Étonnant ce dialogue entre ces deux sœurs, Hélène et Simone de Beauvoir, traitée par son père, qui disait « tu es moche ». Quand on voit toutes les photos de Simone de Beauvoir, oui, c'est surprenant. On ne peut pas dire qu'elle ait été absolument moche, mais je crois qu'elle est entrée dans ce jeu qui consistait à dire à l'égard des filles, ou bien elles sont belles, ou bien elles sont intelligentes, mais elles ne peuvent sûrement pas être les deux. Et Simone de Beauvoir accepte d'une certaine manière, moins que l'avait fait la philosophe Simone Weil, par exemple, qui, elle, avait nié, comme elle dit, ce don de la beauté. Mais elle s'accepte comme quelqu'un qui devra exister par son cerveau. Et son père lui disait d'ailleurs, c'était un compliment en retour, qu'elle avait le cerveau d'un homme. Et pour lui, oui, c'était vraiment la louange extrême. Alors ça passe par une révolte que vous rappelez au tout début de votre livre. Brusquement, elle se plante devant sa mère. Elle a 12 ans, c'est en 1921. Et elle lui dit « Je n'irai plus à la messe ». Oui, disons que j'ai mis un peu en scène ce passage de la préadolescence, de la toute jeune adolescence de Simone de Beauvoir, quand elle décide qu'elle ne veut pas imiter sa mère. Son père était assez libre penseur, lui, et il laissait la religion aux femmes. Mais Madame de Beauvoir, Françoise de Beauvoir, sa mère, elle était une catholique convaincue et très résignée d'une certaine manière à son rôle de femme, parce qu'elle venait d'une famille qui avait été riche et ensuite elle avait été obligée d'en rabattre sur son envie de vivre à l'aise, et donc elle faisait beaucoup de ménage, elle s'occupait de couture et elle menait exactement la vie des femmes que ne voulait pas mener sa fille. Et donc ce qui est curieux, c'est que lorsque sa mère mourra, la mère de Simone de Beauvoir, lui demandera de ne pas lui faire donner d'obsèques religieuses. Ah oui. Et parce que elles se sont rejointes à la fin de la vie de sa mère. En tout cas, elle rompt avec son milieu. Elle a cette formule dans un entretien avec Madeleine Chapsal. La véritable histoire, je veux dire ma véritable histoire, en fait, commence lorsque je sors de mon milieu et non pas quand je suis encore dedans. Alors, elle en sort d'une certaine manière. C'est par sa passion pour la littérature, pour l'écriture, par les études aussi qu'elle va faire en compagnie d'ailleurs de Sartre pour préparer l'agrégation. On a vu qu'ils ont été reçus, lui premier, elle seconde, mais on n'a jamais vu une femme aussi jeune obtenir l'agrégation de philosophie, et même d'ailleurs tous sexes confondus. Il y a cette rencontre avec Sartre qui la surnomme Castor parce que c'est l'anagramme de Beaver qui en anglais veut dire castor, et ils passent ensemble l'agrégation, et puis aussi c'est le premier homme, dit-elle, que j'ai embrassé. Oui. La rencontre avec Sartre, c'est pas Sartre qui lui a donné son surnom. Ah bon ? C'était un autre ami de la bande, Maheu. Enfin, peu importe. C'est en tout cas lui l'a rendu célèbre, ce Castor. Et elle n'a rencontré Sartre que dans les dernières semaines avant l'agrégation. Avant, elle avait au contraire été dans des établissements privés pour jeunes filles de bonne famille. Et puis même, sa mère avait refusé qu'elle fasse ses études en Sorbonne parce que c'était un lieu de perdition. Et donc, quand elle rencontre Sartre, c'est parce que les uns et les autres ont signalé qu'elle était une très bonne étudiante qui avait fait son diplôme d'études supérieures avec Brunswick sur Leibniz. Leibniz était au programme, donc c'était très bien qu'ils travaillent ensemble. Et elle avait très envie, elle était très fascinée par cette équipe de Normal Sup, qui étaient des gens très brillants, qui se moquaient de tout, qui était très libre dans l'existence, et donc elle était très impressionnée par eux, et donc ils ont préparé l'agrégation ensemble, mais seulement pendant quelques semaines. Alors ils tombent dans les bras l'un de l'autre, et alors Sartre, qui était un coureur de jupons invétéré dès cette époque-là, eh bien lui, ils deviennent tous les deux un couple atypique, lorsque Sartre, justement, lui propose quand même un pacte tout à fait extraordinaire, propose à Beauvoir un pacte extraordinaire, c'était en 1929. Sartre, l'argent, il faut qu'on en parle. On s'en fout de savoir à qui l'oseille. Je veux pas dépendre d'un homme. J'ai travaillé dur pour gagner mon autonomie. Castor, puisqu'on y est, autant tout clarifier dans nos rapports. Pas de mensonges entre nous. Je hais le mensonge autant que vous.
Je n'ai aucune vocation pour la monogamie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il me faut de l'air, de la nouveauté, de l'excitation. Vous seul m'êtes nécessaire, mais j'ai besoin de connaître des amours contingentes. Qu'est-ce que vous entendez par contingente? Sans importance. Non essentiel. Le contraire de nécessaire, vous savez bien. Moi aussi. Je suis un écrivain. Des amours contingentes, moi aussi, j'en ai besoin. Avouez que vous seriez jaloux. Pas si nous nous racontons tout. Jusqu'au moindre détail. Vous êtes dégoûtant. De cette façon, vos expériences sont miennes. Et réciproquement. Et nous devenons riches de nos deux vies pour écrire. Je vous jure, Castor, je vous propose un vrai pacte d'amour. Pas un contrat hypocrite comme le mariage bourgeois. Où tout le monde triche, tout le monde ment. Alors c'est d'accord. J'accepte le pacte. Et ce pacte va durer 50 ans, Huguette Bouchardot, respecté à la lettre par Simone de Beauvoir et par Sartre, ce qui suppose, alors pas de mariage, on l'a entendu, elle travaille, pas question qu'elle soit dépendante de Sartre financièrement, et puis alors, ils vont aussi avoir, comme on a dit, des amours contingentes. Alors des amours qui ont scandalisé d'autant plus qu'il s'agissait très souvent, pour ce qui concerne Sartre, de jeunes élèves, parce qu'elle était devenue prof, d'élèves de Simone de Beauvoir, que Simone de Beauvoir présente à Jean-Paul Sartre, que ce soit Olga Kozakiewicz, sa sœur Wanda, ou encore Bianca Lamblin. C'est quand même aujourd'hui, ça peut surprendre quand même. Oui, enfin, disons qu'elle ne les présente tout de même pas comme le ferait... Oui, bah, elle les jette, elle jette tout simplement ses élèves. Elle accepte... Elle vit avec... Elle avait très peu de contact au sens de... Comme le faisait Sartre avec ses élèves. Elle n'était très peu camarade avec ses élèves. Quand elle avait fini son cours, elle partait. Sauf à l'égard de quelques élèves, 2, 3 élèves qu'elle remarquait, qui lui paraissaient des gens très intéressants et avec qui elle ne se contentait donc pas d'une relation pédagogique, mais avec qui elle nouait des liens d'amitié, amitié amoureuse parfois. Et comme elle vivait, alors elle mangeait avec, ils vivaient souvent très près les uns des autres, eh bien... elle les présentait à Sartre, et effectivement, très souvent, dans ce qu'ils appelaient une sorte de famille, une famille, disait-il, eh bien, les relations étaient multiples. C'était à 3. Il y en a une d'ailleurs qui vit encore et qui avait écrit dans les mémoires d'une jeune fille dérangée, pour paraphraser le livre de Simone de Beauvoir. Au fond, ils étaient voyeurs l'un et l'autre et m'ont utilisé comme matériau à littérature. J'ai découvert que Simone de Beauvoir puisait dans ses classes des jeunes filles une chair fraîche à laquelle elle goûtait avant de la refiler, ou faut-il dire plus grossièrement encore, de la rabattre sur Sartre. Bon. Oui, disons que là, elle présente uniquement l'aspect le plus scandaleux ou le plus discutable. Je crois que c'est jamais aussi clair et aussi simple. Alors, autre chose qui peut surprendre, voilà un couple qui a été terriblement engagé après la guerre contre les guerres des géants, on en parlera tout à l'heure, mais qui passe totalement à côté d'événements politiques importants qui se passent dans les années 30, c'est le Front populaire, ou qui se passent pendant la guerre et l'occupation, où là, ils n'ont pratiquement rien fait. Sartre a eu cette formule assez étonnante dans une lettre qu'il écrit à Castor, à Simone de Beauvoir. Il lui dit « Vous semblez ne pas réaliser la guerre », mais lui non plus d'ailleurs, pratiquement. Ils ne se sont pas engagés. Il y a 2 périodes pour Sartre. Il y a la période avant qu'il ait été prisonnier, avant qu'il ait été lui-même dans le conflit, prisonnier, puis ensuite libéré. Et là, il se rend compte que, justement, qu'il est en train de passer à côté de quelque chose de grave. Et Simone de Beauvoir, elle a eu très peur au moment de l'occupation, elle a fui Paris, et puis elle est revenue quelques semaines après. Mais Simone de Beauvoir, elle, pendant toute la guerre, elle va être essentiellement occupée par comment trouver de l'argent, comment manger, comment s'organiser, comment pas avoir froid, etc. Elle va même travailler à Radio Vichy quand même, c'est quand même extraordinaire. Oui. Et d'ailleurs, sur recommandation de Sartre. Hein, donc, ils sont tout aussi bien mouillés l'un que l'autre. Mais ce que je crois, c'est que pendant la première période de la guerre, avant 1941, avant le moment où Sartre est libéré, cette guerre est surtout un grand empêchement à vivre. Puis à partir de 1941, Sartre, quand même, lui,
essaie de participer ou même de créer un réseau de résistance. Socialisme Simplement, et liberté. oui, simplement, il est très maladroit et il ne sait pas tellement son genre et donc il abandonne. Alors, après la guerre, Sartre est déjà connu pour La nausée, pour L'être et le néant qu'il a écrit pendant la guerre. Elle n'est pas encore connue. Ce qui va la révéler, c'est en 1949 son livre, Le deuxième sexe, pour lequel elle a accordé la première et un de ses très rares entretiens radiophoniques, l'année même où Le deuxième sexe a fait scandale, en 1949. Eh bien, ça n'est pas de ma faute si, en France en particulier, dès qu'on parle de femme, on pense immédiatement sexe. C'est précisément parce que la femme a été réduite par les hommes à être avant tout ce qu'elle est pour l'homme, c'est-à-dire presque exclusivement un sexe. Par ailleurs, il est bien évident qu'on ne peut parler d'aucune catégorie humaine sans examiner les problèmes sexuels, mais je ferai remarquer aussi que si on regarde ces 1000 pages, il n'y en a relativement qu'un petit nombre qui sont consacrés précisément aux questions de la sexualité. Qu'est-ce qu'exactement vous voudriez? Qu'est-ce que vous voudriez voir changer dans la condition actuelle ou passée? Car je crois qu'elle est en train de se bouleverser. Pour moi, ça se réduit à quelque chose de très simple. Il faut que les femmes travaillent. Et comme ça, elles ne seront plus des parasites. Et elles s'en trouveront beaucoup mieux. Et je crois aussi les hommes, puisqu'ils se plaignent bien souvent d'être dévorés par précisément les femmes qui n'ont pas d'autres métiers. Oui, vous pensez que l'indépendance économique est la condition sine qua non de... Absolument. C'est à la fois le garantie de leur indépendance, de la conscience qu'elles prendront d'elles-mêmes, des responsabilités qu'elles auront à assumer, et la base sur laquelle alors elles peuvent revendiquer des droits civiques et avoir vraiment un rôle dans la société. Et trouver par-dessus le marché leur bonheur en même temps que leur liberté. Si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va durer toujours la saison la saison des arts. Et Juliette Gréco, en 1949, l'année de la sortie du deuxième sexe. Alors là, vraiment, c'est ça qui la rend célèbre. Qu'est-ce que ce livre? Parce que les propos qu'on a entendus n'ont rien de scandaleux aujourd'hui, mais en quoi était-il scandaleux à l'époque? Et que signifiait cette phrase, très célèbre aussi du deuxième sexe, on ne naît pas femme, on le devient, Huguette Bouchardot? Je ne crois pas que ce soit cette fameuse phrase et, disons, la philosophie profonde qui sous-tend le deuxième sexe qui ait fait scandale. Ce qui a fait scandale, c'est que un certain nombre de chapitres du deuxième sexe ont d'abord paru dans les temps modernes. Or, ces chapitres étaient essentiellement... La revue de Sartre et de Beauvoir, d'ailleurs. Ouais. Oui, qui était la revue de Sartre et de Beauvoir, et de quelques autres. Et puis, dans ces chapitres, elle traitait essentiellement de la sexualité féminine. Elle traitait du personnage de la lesbienne et puis de la sexualité féminine. Et dans ces chapitres-là, donc, elle emploie des mots simples, pas du tout scandaleux, les mots ordinaires, pour parler du plaisir féminin, de l'orgasme, du clitoris, de ces choses-là. J'ai tout appris sur le vagin de votre patronne, écrivait Mauriac, justement un des collaborateurs des temps modernes. La réception du deuxième sexe, dans un premier temps, c'est d'abord l'horreur d'entendre une femme parler de sa propre sexualité ou de la sexualité des femmes. C'est ça qui n'a pas été accepté. Alors en tout cas, ça a fait scandale, mais ça a aussi propulsé Simone de Beauvoir dans la littérature. En tout cas, ça l'a rendu extrêmement célèbre, même s'il avait déjà écrit quelques beaux livres, L'Invité notamment. Et elle devient aussi célèbre que Sartre, auprès duquel Simone de Beauvoir devenait une figure emblématique de l'après-guerre à Saint-Germain-des-Prés. Connaissez-vous le quartier de Saint-Germain-des-Prés? Saint-Germain-des-Prés? Oh, vous savez, Saint-Germain a beaucoup changé. Le Flore, par exemple, un café? Non, un temple, avec ses servantes et ses pontifes. D'ailleurs, l'exemple vient de haut. De Gréco, la première vestale d'un culte dont Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont peut-être involontairement déchaîné les manifestations qui se réclament de leur philosophie de l'existence. Ah oui, l'existentialisme. D'ailleurs, nous allons pénétrer ensemble dans les lieux où l'on sait. Première station, la librairie, où tout ce qui a trait à l'existentialisme se trouve condensé dans un magasin exceptionnellement situé à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Depuis les mains sales jusqu'au deuxième sexe, tous les évangiles y sont réunis. Et c'était une archive pâtée de 1951. Alors à cette époque, elle est aussi célèbre que Sartre. Ils sont vraiment aussi à égalité dans ce domaine. On la surnomme la Sartreuse de charme, Notre-Dame de Sartre. Je crois que c'est Boris Vian. Oui, la grande Sartreuse. Boris Vian qui appelait Jean-Paul Sartre Jean Solpart, appelait Simone de Beauvoir la Duchesse de Beauvoir. Enfin, c'était vraiment des figures emblématiques. Alors, et puis qui s'engage cette fois-ci. Elle participe au combat politique, ou en tout cas elle les soutient
vient de Jean-Paul Sartre et on va la retrouver auprès de lui dans tous les domaines en prenant des risques. C'est le cas par exemple dans la guerre d'Algérie, Guette Bouchardot. Oui, et là, elle-même a été très effrayée par ce qui se passait, mais elle était profondément hostile à la manière dont se déroulait la guerre d'Algérie, au colonialisme, à la torture, et comme ils ont pris parti contre tout ça, ils ont été des cibles de l'OAS, explosion chez Jean-Paul Sartre, ils ont vécu pendant plusieurs mois dans des cachettes, enfin dans des appartements non connus, pour éviter justement les risques d'attentats oui. de l'OAS, hein, oui, effectivement. Oui. Alors, bon, ça, évidemment, il y a des engagements qu'on peut comprendre, d'autres qui paraissent un peu bizarres. Par exemple, elle s'est toujours opposée au général de Gaulle, comme Sartre, considérant que c'était un fasciste en puissance. Ah oui, puis alors, quand Beauvoir prend des positions politiques, ça n'est jamais avec beaucoup de nuances. Et en général, elle est très dure à l'égard de tous les politiques, quels qu'ils soient. Mais il y a eu Sartre, mais quand, par exemple, Mendès France, à un moment, a justement représenté en France une autre tentative de politique, je me souviens avoir été très choquée par la manière dont elle en parlait. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui ne fait pas de la politique en s'y investissant avec toute son intelligence, comme elle faisait dans d'autres domaines, mais en soutenant avec d'autant plus on peut dire de vigueur des thèses qu'elle ne les a pas établies elle-même. Alors, il y a des prises de position surprenantes. Ils voyagent énormément, vous le rappelez, l'un et l'autre. Et ils vont faire des voyages un peu politiques. Cuba, la Chine communiste, dont elle a soutenu pratiquement jusqu'au bout, la Chine de Mao Tse-tung. Le régime, c'est vraiment là aussi, comme vous dites, il n'y a pas beaucoup de discernement. Et en particulier, en ce qui concerne les femmes, en Chine, elle pensait avoir découvert les femmes libres parce que les femmes là-bas travaillaient. Vous le soulignez tout à l'heure, ce qui est l'une des thèses de Simone de Beauvoir pendant une vingtaine d'années. Jusqu'au moment où on peut dire qu'elle est rattrapée, elle inspirera beaucoup le mouvement féministe par ses théories, mais elle-même va transformer profondément son féminisme au contact du mouvement des femmes qui vont lui dire il suffit pas de travailler. Et c'est pas la lutte des classes qui va simplement balayer les problèmes des femmes. Un féminisme étonnant. Vous citez aussi une lettre qu'elle écrit à un de ses amants, le plus important, Nelson Algren. Elle lui écrit ceci: je serai sage, je ferai la vaisselle, je balayerai, j'irai acheter moi-même des œufs et du gâteau au rhum, je ne toucherai pas à vos cheveux, vos joues, ni votre épaule sans votre autorisation, jamais je ne ferai des choses que vous ne voudriez pas que je fasse. Écoutez, voilà une femme libre publiquement dans ses écrits, mais alors dans sa vie privée, pas du tout. Non, mais ça, il faut aussi penser à une sorte de cajolerie de lettres où elle lui écrivait sans cesse, comme elle écrivait d'ailleurs à Sartre, mon petit mari, elle l'appelait son crocodile et elle signait votre grenouille, enfin j'ai des trucs assez étonnants. Bon, mais c'est de la correspondance amoureuse un peu fofolle sur ce plan-là, mais il y a deux choses. D'une part, elle lui dit qu'elle est prête à toutes les soumissions pour retrouver son amour parce qu'il y avait un problème entre eux. Et ce problème, c'est la deuxième chose, c'était que Algren, lui, voulait l'exclusivité, qu'il ne voulait pas qu'elle continue à partager sa vie entre lui et Sartre. Et elle n'a jamais voulu parce qu'elle-même ne pouvait pas abandonner sa vie avec Sartre. Alors Sartre, dont elle participe, dont elle partage les combats politiques, tandis qu'elle-même est soutenue par Sartre dans les combats féministes de l'époque pour la contraception et l'avortement. Madame de Beauvoir, Monsieur Sartre, est-ce que vous acceptez d'être appelé un ou une moraliste? Moi, personnellement, j'aimerais pas beaucoup ça, parce que le mot de moraliste représente quelque chose d'assez formel et d'un peu... Puis je ne vois pas en quoi j'aurais autorité pour légiférer. Je ne sais pas qu'est-ce que Sartre pense, lui. Je me présente dans un monde politique où certaines forces sont en jeu, mais nous ne sommes pas pour autant la conscience universelle. Nous sommes n'importe qui, des citoyens, qui essayons de faire le point.
des citoyens engagés dans une certaine lutte, dans laquelle, d'une certaine manière, tout en étant aussi impartiaux que possible par rapport à la vérité des faits, nous prenons parti sur un plan, disons, pratique. Alors si Sartre se place sur le terrain politique et social, elle, c'est surtout dans les conquêtes du féminisme de l'époque. Là, elle y participe. Elle n'a pas été engagée dans les partis politiques, mais elle participe à choisir. Elle signe le manifeste des 343 qui déclare s'être fait avorter. Ça a été son grand combat, elle. Ça a été son grand combat, et comme pour beaucoup de femmes de l'époque, ça a été la découverte qu'on pouvait entrer dans le monde politique en refusant justement les partis politiques, toute la cuisine politique. Et elle a trouvé dans le mouvement des femmes une chaleur, une solidarité qu'elle n'avait trouvée nulle part ailleurs. Et elle s'y est engagée avec une sorte de juvénilité, acceptant de participer à de multiples réunions. Elle a par exemple créé dans les temps modernes la rubrique « Le sexisme ordinaire » pour dénoncer le sexisme de tous les jours. Elle a lancé la Ligue pour le droit des femmes. Elle a participé à choisir. Elle a signé le fameux manifeste sur l'avortement, etc., etc. On n'en finirait pas là. Elle s'intéresse aussi à la vieillesse. Elle est désemparée en 1980 à la mort de Sartre. Elle meurt exactement 6 ans après lui, presque jour pour jour. Le jour de ses obsèques, je crois, c'est Elisabeth Badinter qui disait « Femme, vous lui devez tout ». Est-ce qu'on peut dire ça encore aujourd'hui, Huguette Bouchardot ? Oui, alors Elisabeth Badinter, depuis, a dit que lors de ses obsèques, « Femme, vous lui devez tant », et cette phrase avait été transformée. J'aime mieux la seconde formule, « Femme, vous lui devez tant », parce que c'est toujours faux de réduire un mouvement comme celui des femmes à une personne, un leader. Donc, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que le mouvement des femmes continue et que Simone de Beauvoir en a été l'éminente théoricienne. Parce que avoir dit aux femmes qu'elles devaient s'emparer de leur propre liberté et exister par elles-mêmes, voilà qui est essentiel. Merci Huguette Bouchardot. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre biographie de Simone de Beauvoir qui a été publiée chez Flammarion. À lire aussi Simone de Beauvoir, Écrire la liberté de Jacques Deguy et Sylvie Lebon de Beauvoir chez Gallimard dans la collection Découverte. Simone de Beauvoir, Le goût d'une vie de Jean-Luc Moreau chez Écriture. Castor de guerre de Daniel Salnave, édité chez Gallimard. Et enfin, Simone de Beauvoir, Côté femme de Claudine Monteil, publié aux éditions Timée. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire Simone de Beauvoir, Une femme actuelle de Dominique Gros, édité en DVD chez Arte Vidéo. Une archive pâtée de 1951, disponible en DVD aux éditions Montparnasse dans la collection Le Journal de votre année, ainsi qu'un extrait du téléfilm Les Amants du Flore d'Ilan Durand-Cohen, avec Anna Mouglalis dans le rôle de Simone de Beauvoir et Laurent Deutsch dans celui de Jean-Paul Sartre en DVD aux éditions France Télévisions. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Éric Mainviel et Cédric Lalanne. Documentation et archivina, Claire Destacan et Emmanuel Fournier. Une réalisation de Anne Kobilac.